Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 10 livres, plus précisément de 9 romans et une bande dessinée. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec ce roman Écoute de Boris Razon, publié aux éditions Stock. Alors, dans ce livre, on est avec Vincent, qui est un officier de police qui passe ses journées dans sa camionnette à surveiller vraiment une avenue, à surveiller son périmètre, en fait. Et lui, il tente d'intercepter des messages. Donc voilà, finalement, tout ça pour le mener à peut-être intercepter une menace terroriste possible. Et donc, voilà, il intercepte les messages, mais là, un jour, il va croiser un homme. Si je me souviens bien, cet homme va rentrer dans un magasin. Et là, il se rend compte que l'homme en question n'émet aucune connexion. Donc, lui, il ne peut pas le surveiller en tentant d'intercepter les messages qu'il pourrait envoyer ou recevoir. Et donc, finalement, cet homme, il va commencer à être un peu obsédé par cet homme. Voilà. Donc, ce roman, j'ai un peu de difficulté à vous faire le résumé. Il y a peut-être une raison à ça, c'est que c'est un roman que j'ai malheureusement abandonné. Je l'ai abandonné quand même assez tôt en plus dans ma lecture, donc une chance que j'avais la 4e de couverture pour vous faire un semblant de résumé. Le pourquoi je l'ai abandonné, c'est que, en fait, pour la partie que j'ai eue, je pense que j'ai lu à peu près 70 pages, tout ce qu'on fait, c'est lire les messages que Vincent intercepte. Mais, tu sais, c'est des messages que je trouvais absolument... Il n'y avait aucun intérêt, en fait, comme lecteur à lire ces messages en question, parce que c'est comme si on pogne des petits bouts de vie de plein de personnages, mais des personnages qui, après, on les retrouvera pas, ces personnages-là en question, tu sais. Comme exemple, on va lire le message que telle personne a envoyé à telle autre personne, l'émoticône qu'il a utilisé, la photo qu'il a envoyée, mais tu sais, je voyais aucun intérêt à lire ça. C'était tellement ennuyant. Donc, peut-être que ça aurait fini par être un peu plus captivant à un certain moment donné. Ça, je peux pas vous le dire. D'ailleurs, habituellement, les livres que j'abandonne aussitôt, je ne viens pas vous en parler dans le cadre d'un bilan lecture parce que je trouve que mon avis est absolument pas pertinent. Mais la raison pour laquelle je viens vous en parler, c'est que si j'ai lu ce livre, c'est parce que j'ai lu ou entendu à quelque part que c'était ce livre qui avait inspiré le film Emilia Pérez. C'est un film que je voulais voir, donc j'aime ça lire les livres avant de voir les films. C'est pour ça que j'ai lu ce livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le film est vraiment, mais vraiment super bon. La prestation des acteurs est juste incroyable. J'ai fait aucun lien entre le film et le bout que j'ai lu dans ce livre-là. Donc, j'imagine que l'histoire d'Emilia Pérez devait arriver un peu plus tard dans le roman. Je le sais pas. Mais bref, on commence ce bilan lecture avec une recommandation de film et non pas de livre. Voilà. Mais là, pour le reste du bilan lecture, je vais vraiment vous parler des livres. Ne vous inquiétez pas. Des livres que j'ai terminés d'ailleurs. Donc, voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue, publié aux éditions Les Presses de la Cité. Alors, ce roman débute et on est en 1918 à Dublin. On est en pleine épidémie de grippe espagnole. Et on est surtout avec le personnage de Julia, qui est une infirmière qui travaille dans le pavillon d'un hôpital où sont traitées les femmes enceintes mais aussi atteintes de la maladie. Donc voilà. Et là, Julia, elle est un peu toute seule pour s'occuper de ces femmes parce qu'il faut savoir que dans l'hôpital, il manque de tout. Il manque de tout. Il manque de personnel, il manque de médicaments, il manque de matériel. Il manque de tout, voilà. Et donc, Julia va finalement se faire aider par une bénévole, Bridie. Donc, une femme qui a absolument aucune connaissance, aucune compétence comme infirmière, mais c'est mieux que rien, elle peut quand même l'aider de ses deux mains.
Donc voilà. Puis Julia va aussi profiter de la présence et des conseils parfois d'une médecin, une jeune femme qui s'appelle Dr. Kathleen. Donc déjà que ce soit une femme médecin à cette époque, c'est déjà incroyable. Mais en plus, on va apprendre au cours de notre lecture que cette médecin en question, elle est recherchée par la police. D'ailleurs, on va apprendre un peu plus de son histoire. Donc voilà, c'est pas mal ça le résumé de ce livre. Alors là, je vais avoir une opinion impopulaire, unpopular opinion, parce que je vous dis ça parce que je sais que ce roman a beaucoup plu à plusieurs lecteurs. D'ailleurs, je lisais quelques avis sur Goodreads, tous des avis super bons. Fait que là, je me disais, voyons, comment ça, moi, je l'ai pas détesté, ce roman, mais je l'ai franchement pas beaucoup aimé non plus. C'était le fun parce que je l'ai lu en lecture commune avec Isabelle, que je salue d'ailleurs. Bonjour Isabelle. Mais elle le sait, ça n'a pas été une super lecture pour moi. Alors pourquoi? C'est que en fait, j'ai trouvé qu'il manquait une histoire à ce roman, parce que tu sais, je me souviens pas si je l'ai dit dans mon résumé, mais on va passer 3 jours dans ce roman, 3 jours avec Julia dans ce pavillon en question. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'histoire, c'est peut-être plutôt que j'ai trouvé qu'elle était pas bien exploitée, en tout cas à mon goût, à moi, parce qu'on passe tellement de temps à nous décrire les soins prodigués, les médicaments utilisés, les fournitures, qu'est-ce qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle fait avec ces femmes en question. Je sais pas, j'imagine que c'est moi que ça intéressait pas. J'imagine que les gens qui sont passionnés de médecine, ou plutôt d'histoire de la médecine, c'est-à-dire de voir comment était la médecine dans ces années-là versus aujourd'hui. Oui, en fait, même moi, là, je dois dire que ça m'intéressait, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de détails là-dessus, alors que j'aurais préféré de loin qu'on mette des détails sur d'autres sujets qui étaient tellement intéressants, comme par exemple le combat des femmes à plusieurs niveaux. Tu sais, on a des femmes là-dedans qui se battent pour leur place, pour être prises au sérieux. Je pense à Julia, infirmière, qui est absolument pas prise au sérieux par les hommes médecins. Je pense à cette docteure Kathleen, à son histoire. Évidemment, c'est en fait, oui, on va en parler, là, c'est sûr et certain, mais j'aurais voulu que les détails soient plus là-dessus versus les soins prodigués, tu sais. Aussi sur le combat de ces femmes à avoir des droits sur leur propre corps, parce que, tu sais, on se rend bien compte que les femmes dans ce pavillon qui sont enceintes, pour la plupart, c'était même pas des grossesses désirées, tu sais. Et bref, tous des sujets hyper intéressants qui sont exploités, mais pas autant que je l'aurais voulu. Donc voilà. Bref, un roman que j'ai trouvé moyen. Puis savez-vous quoi? Tout le long de ma lecture, ce que je ressentais, c'est que on aurait dit que l'autrice essayait de me prouver qu'elle avait fait ses recherches. On aurait dit que elle voulait me montrer, voilà, je sais comment on soignait les femmes à cette époque, je sais comment ça se passait dans les hôpitaux. Oui, ok, intéressant, mais j'aurais aimé ça qu'elle mette un peu plus j'aurais aimé qu'elle se concentre un peu plus sur l'histoire que sur tous ces détails qui, moi, ne m'intéressaient pas tant que ça. Donc, voilà. Mais comme je vous dis, il y a plein de gens qui l'ont aimé, fait que lisez-le, faites-vous votre propre avis, c'est sûr et certain. Donc, là, comme vous pouvez voir, ce bilan lecture commence un peu difficilement, hein, avec 2 romans que j'ai pas vraiment aimés. Oh, attention, parce que le prochain, je l'ai aimé en tabarouette. Que j'ai aimé ce livre. Intermezzo de Sally Rooney, publié aux éditions Gallimard dans la collection du monde entier. Alors, dans ce roman, on est avec 2 frères qui se sont un peu éloignés au fil des années, mais ils vont se retrouver un peu malgré eux, je vous dirais, suite au décès de leur père. Donc, on va assister à leur retrouvaille assez difficile. On va se rendre compte que la relation entre les deux est très... il y a beaucoup de friction, disons, dans leur relation.
Et c'est deux hommes très différents. Donc, Ivan, lui, il est tout jeune, il a seulement 22 ans. C'est un pro du jeu des échecs. C'est aussi un garçon très solitaire, très, très sensible. Alors que Peter, lui, est beaucoup plus vieux que lui. Il est dans la trentaine. Peter, c'est un avocat qui réussit assez bien. Tu sais, il a quand même pas mal de sous. Et par contre, Peter, il a l'air d'un homme qui a réussi dans la vie, mais en dedans, on va se rendre compte que ça va pas très bien. Et donc, voilà, on a cette relation entre les deux frères, mais aussi, on est aussi dans ce roman dans leur relation chacun. C'est-à-dire que Ivan va faire la rencontre d'une femme beaucoup plus vieille, quand même pas mal plus vieille que lui, et il va débuter une relation avec elle, alors que Peter, lui, il aime deux femmes à la fois. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans des relations, j'ai envie de dire, un peu hors normes. Et donc, voilà pour le résumé. Alors, c'est un livre... En fait, quand j'ai commencé ce livre, j'ai eu du mal avec le style de l'autrice qui est quand même assez particulier. On est dans un roman dans lequel les dialogues sont insérés dans le récit. On a parfois des phrases qui se terminent un peu abruptement. Tu sais, des fois, je vous parle d'écriture ou de plume où je vous dis c'était tellement fluide, ça se lisait tout seul, ça coulait. Tu sais, des fois, je vous dis ça. Je vous dirai pas ça pour le style de Sally Rooney. Pourtant, c'est super bien écrit, mais comme je vous dis, c'est un peu particulier. Donc, ça me prend un certain temps avant de m'habituer, mais finalement, un coup que j'étais habituée, il n'y avait plus aucun problème parce que je suis carrément tombée en amour avec les personnages. J'aimais tellement les échanges entre les personnages. Ils sont d'une simplicité qui sonne tellement vrai. D'ailleurs, les scènes d'intimité entre les personnages, je dis d'intimité, n'ayons pas peur des mots, les scènes de sexe entre les personnages, c'est dans les meilleurs que j'ai pu lire. C'est sûr que j'en ai pas tant que ça, des romans dans lesquels on a des scènes justement de cul. Mais celui-ci, là, vraiment, là, je pense que c'est le meilleur à ce niveau-là que j'ai pu lire. Encore une fois, parce que c'est raconté avec simplicité et ça sonne tellement vrai. Tu sais, on est en début de relation, donc c'est pas parfait, c'est maladroit, mais c'est passionné en même temps. Oh, c'était beau, c'était beau! Oh, que j'ai adoré ça! Ensuite, tu sais, dans ce roman, on met de l'avant, comme je vous disais, des relations qui sont un peu hors normes. Et on est avec des personnages qui ont peur, qui se demandent qu'est-ce que les autres vont penser. Tu sais, c'est pas normal, c'est pas ça que... C'est pas ça qui est... C'est pas comme ça qu'on est supposé être en couple, etc. Tu sais. Et j'aimais tellement ça, toutes ces questions-là, parce qu'au final, on se dit, ouais, mais si t'es heureux, le reste, on s'en balance. Tu sais, même si c'est hors norme, si tout le monde est heureux là-dedans, pourquoi s'en faire, tu sais? Fait que, tu sais, il y a tout ça dans ce roman, donc c'est des sujets que j'ai trouvés hyper bien amenés. Et donc voilà, quoi dire de plus, j'ai adoré ce livre. J'ai terminé le livre, même j'ai pas pleuré, là, mais j'avais certainement les yeux pleins d'eau. D'ailleurs, c'est le premier roman que j'ai terminé en 2024, ça fait donc quand même quelques semaines que je l'ai lu. Et je repense encore vraiment souvent aux personnages. J'ai cette impression qu'ils me manquent, je m'ennuie d'eux. Et ça veut dire beaucoup. Quand un livre me fait ça, là, c'est la preuve que c'est un coup de cœur. Donc, surtout un coup de cœur pour les personnages, même s'ils sont loin d'être parfaits. Ils sont très nuancés. Mais je les ai aimés. Je les ai aimés d'amour. Donc, vraiment un roman que je vous recommande fortement. Ensuite, j'ai lu La Symphonie Atlantique de Hubert Haddad, publié aux éditions... Comment ça s'appelle donc? Je m'en souviens plus. Regarde, les éditions Zulma.
Alors, dans ce roman, on est avec le jeune Clemens, qui est un jeune garçon qui va être bousculé de foyer en institut. Mais il garde toujours avec lui son violon, le violon que lui a offert sa mère avant de le laisser partir parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Et là, ce qu'il faut dire aussi dans ce roman, c'est qu'on est en plein temps de guerre. Le régime nazi est de plus en plus présent. Et notre jeune Clemens, il a des talents de virtuose en musique et c'est ces talents-là en question qui vont lui permettre d'échapper aux enrôlements forcés. Alors, ce livre, j'ai hésité, lui je l'ai lu au complet, là, je ne l'ai pas abandonné, mais j'ai quand même hésité à venir vous en parler dans le cadre d'un bilan lecture parce qu'on dirait que je sais pas quoi dire de ce roman. Il y a des livres comme ça que je lis, mais quand je l'ai terminé, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire de ce livre? Parce que, ben, vous l'aurez compris, je ne l'ai pas tant aimé. Et pourtant, je suis convaincue qu'il est très bon, ce livre. Mais j'ai jamais réussi à embarquer dedans. C'est un livre que j'ai lu, mais j'étais constamment dans mes pensées. J'étais tout le temps ailleurs. J'ai jamais réussi à embarquer. J'ai l'impression que c'est un roman dans lequel l'auteur, c'est très bien écrit en passant, là. L'auteur fait confiance à son lecteur. D'habitude, c'est une qualité. Mais dans ce cas-ci, je pense que j'aurais aimé ça qu'il me prenne un peu plus par la main. C'est-à-dire que on dirait que j'ai commencé ce livre et j'avais du mal à savoir j'étais où exactement, dans quel contexte, à bien comprendre les personnages, qui ils étaient. Puis en même temps, je vous dis ça, pourtant, c'est pas un style compliqué non plus. Je sais pas trop ce qui s'est passé finalement. J'aurais peut-être dû pas venir vous en parler. Mais je vous en parle quand même parce que, savez-vous quoi, je le sais que ce livre-là aussi a été aimé par plusieurs lecteurs. Fait que, tu sais, si c'est un résumé qui peut vous plaire, ben je vous dirais de le tenter, hein, pourquoi pas. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je suis passée à côté. Voilà, ça arrive des fois, hein. Faut pas s'en faire avec ça. Le prochain livre, lui, par exemple, j'ai embarqué dedans, celui-là, je peux vous le dire, de la page 1 jusqu'à la toute dernière page. Hilaria ou la conquête de la désobéissance, écrit par Gabriella Zalapi et publié aux éditions Zoé. Alors ici, on commence le livre, on est en mai 1980 et la petite Hilaria a seulement 8 ans et elle est enlevée par son père. En fait, son père vient la chercher à la sortie de l'école. Donc, Hilaria ne pense, évidemment, elle n'est pas consciente que son père est en train de l'enlever. C'est juste son père qui vient la chercher à la sortie des classes. Mais elle va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce que ils vont parcourir les routes du nord de l'Italie. Et donc, les journées passent, les mois passent, et donc, ben, Hilaria se doute bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle s'ennuie de sa maman et de sa petite sœur. Son père, c'est un homme qui boit énormément. C'est drôle à dire, mais il s'en occupe pas tant que ça. Je dis c'est drôle à dire parce que je lisais le livre, je me disais, ben oui, mais tant qu'à ça, tant qu'à pas t'en occuper, pourquoi t'en ramènes pas à sa mère, tu sais? Mais bon, je sais que c'est pas... c'est souvent pas aussi simple que ça. Et donc voilà, finalement, on est avec une petite fille de 8 ans qui doit bien souvent se débrouiller toute seule, apprendre toute seule. Et je vous disais qu'ils vont parcourir les routes du nord de l'Italie, mais tu sais, des fois, ils vont aller dans un hôtel, des fois dans la demeure d'un ami, dans la demeure d'un membre de la famille. Donc voilà. C'est un roman, celui-ci à l'inverse de l'autre, justement, là, mon intérêt a été, voyons, j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, donc? Des fois, je regarde mes petites notes, là, capté, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Mon intérêt a été capté dès les premières lignes, vraiment, là, puis évidemment, c'est resté jusqu'à la toute fin. C'est super bien écrit. Évidemment, ce n'est pas un thriller, pas du tout même, mais il y a un petit fond de suspense sous-jacent parce que on veut donc savoir comment tout ça va finir. Tu sais, je lisais les puis je me disais,
Ça va se terminer comment tout ça? Alors, vraiment, c'est intriguant, c'est captivant. Si j'avais un seul petit bémol pour ce roman, c'est que j'ai trouvé qu'il se terminait un peu abruptement. C'est-à-dire que euh, c'est pas que la fin est mauvaise, puis d'ailleurs, inquiétez-vous pas, on n'est pas dans un roman avec une fin ouverte que tu sais pas trop finalement comment ça finit. Non, 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 c'est complet, complet. Mais j'ai quand même eu cette sensation que, un peu comme si l'autrice avait manqué de temps à la fin, puis que là, whoop, elle s'était dépêchée de boucler toute l'histoire, plutôt que de le... J'aurais aimé qu'elle développe cette fin un petit peu plus, disons-le. Mais voilà, quand même, comme je vous dis, un très bon roman. Je sais que vous êtes quelques-uns à aimer les petits romans. C'en est un, là. Il fait même pas 200 pages. Et je vous comprends, tu sais, des fois, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps de s'embarquer dans une grosse brique de plus de 700 pages. Alors ça, ben, c'en est un petit roman qui, franchement, est très, très bon, très qualitatif. Donc, je vous le recommande certainement. Alors, voilà ce qui complète le premier segment, mais je vous reviens tout de suite avec 5 autres livres. Me voici de retour avec 5 autres livres et ça commence fort parce que je vous parle maintenant d'un roman que j'ai beaucoup aimé, Le désastre de la maison des notables de Amira Ghenim, publié aux éditions Philippe Rey. Alors, ce roman, c'est une fresque familiale. On est en Tunisie au début des années 1930 et on va être avec deux familles pendant plus d'un demi-siècle et ces deux familles sont très différentes. On a la famille Naïfer qui sont des gens très rigides et conservateurs, alors qu'on a la famille Rassa'a qui sont eux plutôt libéraux et progressistes. Et donc, ce qui va unir ces deux familles, c'est que la fille de la famille Rassa'a va épouser le garçon de la famille Naïfer. Donc, voilà comment ces deux familles vont être liées. Et un jour, par un soir de décembre, va arriver le fameux désastre annoncé en couverture avec le titre. Et donc, suite à ça, on va nous raconter toutes les répercussions, les conséquences que ça a pu avoir, ce fameux désastre, sur les membres des deux familles. Alors, c'est un roman, comme je vous disais, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé tous les personnages de ce roman. Et il y en a beaucoup des personnages. D'ailleurs, au début du livre, j'ai eu un petit peu peur parce que j'étais parfois un peu mêlée. Je me disais, voyons, c'est qui lui donc par rapport à tel autre dans la famille? Mais heureusement, en début de livre, on a l'arbre généalogique des deux familles. Donc ça, en début de lecture, ça m'a beaucoup aidé. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas long qu'on est démêlé. Là. Ça m'a pas pris tant de temps que ça avant de bien savoir qui était qui dans les deux familles. Et voilà, comme je vous disais, tous les membres ont leur propre personnalité. Ils ont tous une histoire toujours à chaque fois captivante. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la manière dont on nous raconte cette histoire, le choix de narration, parce que à chaque chapitre, on a un membre différent de la famille qui raconte son histoire à un autre membre de la famille. Je vous donne un exemple parce que peut-être que je ne suis pas très claire. Il y a un des chapitres, si je me souviens bien, le premier chapitre, celui-là est raconté par la domestique de la famille Rassa'a et elle parle à la toute dernière, la petite fille de la toute dernière de la lignée. Et donc, elle raconte l'histoire de ces deux familles, l'histoire du désastre en question. Et donc, voilà, à chaque chapitre, c'est un membre différent. Et ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois, on a une perspective différente. Donc, ça nous donne toujours une vision de l'histoire de cette famille. Et cette vision en question n'est pas toujours la même selon avec qui on est dans les familles. Donc ça, c'était génial. Encore une fois, un exemple, il y a un chapitre où c'est
la mère de la famille Naïfer qui raconte, et elle parle entre autres de sa belle-fille comme une espèce de folle qui a mis le bordel dans la famille. Alors qu'il y a un autre chapitre un peu plus tard où là, c'est cette belle-fille en question qui raconte son histoire, et là, on se rend compte, à ta peu, là, elle n'est pas si folle que ça, la madame. En fait, on comprend avec ce chapitre-là les réactions qu'elle a pu avoir. Donc, tu sais, vous voyez un peu le genre, c'était vraiment le fun à lire. Et autre point génial avec ce livre, c'est qu'on a aussi en trame de fond l'histoire de la Tunisie et entre autres toute l'évolution du combat des femmes à travers ces années-là, parce que comme je vous le dis, là, on va parcourir un demi-siècle. Ça aussi, c'était hyper intéressant. Et selon mes goûts à moi, c'était parfait parce que moi, j'aime avoir un aspect historique avec mes romans, mais j'aime ça quand ça reste, comme je vous dis, en trame de fond. J'aime pas ça quand ça prend le dessus sur l'histoire, mais ici, c'était parfait. Tu sais, au premier plan, on a vraiment l'histoire de cette famille, et au second plan, on a cet aspect historique sur la Tunisie, très intéressant. Donc voilà, j'ai peut-être un seul bémol sur ce roman, c'est que j'ai trouvé les derniers chapitres, j'ai trouvé qu'on étirait un peu, la sauce. Tu sais, j'ai senti que l'autrice voulait nous dévoiler les derniers détails de la soirée, la soirée du désastre, parce que tu sais, on l'apprend assez tôt dans le livre qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fameuse soirée. Mais il nous reste quelques détails à savoir, et là, j'ai senti à la fin que l'autrice nous faisait un peu attendre afin de finalement nous dévoiler les derniers détails manquants. Mais tu sais, c'était pas assez gros, je trouve, pour nous faire niaiser, j'ai envie de dire. Fait que, mais tu sais, bon, je vous dis ça, là, c'est vraiment un petit bémol. Tu sais, c'est un roman de 500 pages qui aurait pu, selon moi, en faire, mettons, 425 pages, tu sais. Mais bon, cela dit, c'est un méchant bon livre. Si vous aimez les fresques familiales sur fond historique, c'en est un que je vous recommande fortement. Alors ensuite, j'ai lu Zone Basse Vie de Gwenaëlle Aubry, publié aux éditions Gallimard. Alors dans ce roman, on va être replongé dans les années de la COVID-19. On va être dans un immeuble fictif avec 8 personnages qui habitent justement cet immeuble. 8 personnages qui viennent de milieux différents, qui ont des âges différents. Par exemple, on va avoir un personnage qui est une petite fille qui doit arrêter l'école parce qu'on est en plein confinement. On a un autre personnage, par exemple, qui est une avocate qui doit un peu changer sa manière de travailler parce que les règles, bon, vous le savez, là, évidemment, on avait des règles à suivre pendant cette fameuse période. Et donc, voilà, on va suivre tous ces personnages confinés, déconfinés, confinés. Donc, comment ils vont s'en sortir à travers tout ça. Donc, voilà. Alors, je sais que vous êtes plusieurs à ne plus vouloir entendre parler de cette période. Moi, personnellement, c'est drôle à dire, mais j'adore replonger dans cette période. Dans les romans, on s'entend, j'aimerais pas revivre tout ça encore une fois dans la vraie vie, mais dans les romans, j'aime ça parce que je sais pas, je trouve que ça fait partie de notre mémoire collective, donc on l'a tous vécu, fait que je trouve tout le temps à chaque fois que ça vient chercher quelque chose. Tu sais, je peux, souvent, les personnages viennent me rejoindre parce que, veux pas, on l'a tous vécu, donc voilà, moi, j'adore ça. Fait que j'aimais bien l'idée de ce roman. C'est d'ailleurs très bien écrit, mais j'avoue que ça devient vite un peu ennuyant. Là, vous allez me dire, ben là, Cindy, tu t'attendais à quoi? On est avec des personnages qui sont confinés. C'est sûr qu'il allait pas se passer grand-chose. Oui, je l'avoue, mais je pensais être un peu plus dans les émotions. Je pensais qu'on allait un peu plus aller, justement, dans tout ce que ça... Tout ce que ça amenait avec ces personnages au niveau des émotions, voilà. Puis j'ai pas trouvé qu'on y allait tant que ça. Fait que finalement, j'ai pas vécu grand-chose à la lecture de ce roman. Ça a été malheureusement une petite déception.
Comme je vous dis, par contre, c'est très bien écrit, donc je détesterais pas du tout tenter cette autrice avec ses précédents romans. Mais pour celui-ci, ouais, mon avis est plutôt moyen, malheureusement. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est Cabane de Abel Quentin, publié chez les éditions de l'Observatoire. Alors, dans ce roman, on est en 1973 à l'université de Berkeley aux États-Unis avec 4 chercheurs qui vont produire un rapport scientifique, un rapport qui va donner des résultats très alarmants. Alors, les résultats en question, c'est que si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu'on le connaît s'effondrera au cours du 21e siècle. Donc, voilà les résultats de ce rapport. Évidemment, oui, c'est très alarmant, mais je vous dirais que les réactions, autant dans le monde scientifique que politique, sont très... en fait, on a tous les types de réactions. Donc, il y en a qui sont alarmés, justement, et qui veulent tout de suite qu'on soit en mode changement, alors qu'il y en a d'autres qui se disent « Ah, mon Dieu, c'est donc bien pessimiste comme rapport, on exagère, on se rendra jamais là, voyons donc. » Donc, voilà. Mais on a aussi nos 4 chercheurs en question, eux aussi vont vivre ce rapport et les conséquences, chacun de manière différente. Et donc voilà. Alors, ce roman, je suis un petit peu déçue parce que quand j'ai commencé ce livre, là, je vous dirais, je sais pas, moi, peut-être les 100 premières pages, j'étais certaine que ça allait être un méga coup de cœur. J'aimais tellement l'idée de ce roman, puis surtout, c'était comment, j'ai le mot provoquant dans la tête, perturbant. C'était perturbant parce que ça donne une... tu sais, évidemment, c'est un roman assez fictif, mais comme vous l'avez sûrement compris avec le résumé que je vous ai fait, ça soulève une réalité quand même assez alarmante. D'ailleurs, on nous dit en 4e de couverture que ce roman, c'est une satire d'une humanité qui danse au bord de l'abîme. Donc, tu sais, quand je dis que c'est perturbant, c'est que justement, ça soulève le fait à quel point on est insouciant, on a été insouciant et on l'est encore aujourd'hui. Donc, je trouvais ça absolument passionnant. Mais là, quand je vous dis que j'ai tripé sur le début et qu'après, après beaucoup moins, c'est qu'au début, on est justement dans cette... dans ce côté scientifique où on nous raconte comment le rapport a été produit, les conséquences que ça va avoir et tout. Mais après ça, là, tout d'un coup, on va plutôt nous raconter l'histoire des 4 personnages, donc les 4 chercheurs. On va revenir dans le passé, nous raconter justement leur vie avant le rapport, pendant la production du rapport et surtout après. Et là, je me suis ennuyée. Je trouvais pas leur vie vraiment intéressante. Moi, j'avais rien qu'envie de retourner au rapport scientifique. Tu sais, leur vie m'intéressait pas en tout. Fait qu'autant j'ai tripé au début de ce livre, après ça, ça a comme... ça a été dans une pente descendante et j'ai jamais réussi à retrouver l'enthousiasme que j'avais au début. C'est dommage, mais c'est quand même un livre, j'ai envie de vous dire, qui est brillant. C'est brillant, c'est bien écrit, donc si ça vous tente, là, je vous dirais de le tenter pareil. Comme si c'était moi qui prenais la décision pour vous. Non, là, quand même pas. Alors, le prochain livre, c'est une bande dessinée coup de cœur. Oh que oui, quelle bande dessinée, quel bijou impénétrable de Alix Garin, publié aux éditions Le Lombard. Alors, dans cette bande dessinée, l'autrice nous raconte son expérience, un bout de sa vie finalement. C'est un témoignage de cette femme qui a souffert de vaginisme pendant plus de 2 ans. Alors, le vaginisme, c'est un trouble sexuel qui rend impossible la pénétration.
Donc, elle va nous raconter justement son histoire, mais aussi tout le après également, parce que je vous dirais qu'après ça, c'était toute qu'une reconstruction, la reconquête de son corps, mais de son désir également, parce que ça a eu il y a eu beaucoup de bouleversements à l'intérieur de son couple. Donc voilà, c'est son histoire. C'est une bande dessinée qui est autant divertissante qu'intéressante et importante, j'ai envie de dire. Vraiment, cette BD devrait être lue par tous et chacun parce que elle nous raconte son histoire, mais le vaginisme, c'est un trouble dont on n'entend pas souvent parler. D'ailleurs, ça a été long avant qu'elle reçoive un diagnostic, ça a été long avant qu'elle puisse enfin rentré dans le processus de la guérison. Donc, vraiment, on devrait en parler davantage. Je suis certaine que cette BD va aider des femmes qui l'ont vécu ou qui le vivent en ce moment et aussi les proches qui accompagnent ces femmes. Et cette BD aussi, elle soulève des questions et des réflexions sur le couple. Tu sais, je vous ai parlé en début de vidéo de Intermezzo de Sally Rooney. Je vous avais dit que ça mettait de l'avant justement toutes ces questions sur qu'est-ce qu'un couple normal pour la société. Ben, cette BD aussi met ça de l'avant parce qu'il va y avoir beaucoup de réflexions dans ce couple, donc autant Alex Garin que son compagnon. Et donc des sujets hyper intéressants, hyper actuels et racontés avec... moi, je sais pas, les gens qui osent, comme Alex Garin, se livrer comme ça, sans filtre, j'ai de l'admiration pour ces gens-là, puis je trouve que c'est généreux de leur part, tu sais. Fait que vraiment une BD à lire et elle est carrément magnifique. J'aimerais vous en montrer plusieurs, là. Voyons, on dirait que je tombe juste sur des pages où il n'y a pas de bulles. Donc, voilà, une BD aussi magnifique que comme je vous disais, divertissante. Alors, je termine ce bilan lecture par un beau gros roman, Théodoros de Mircea Cartarescu, publié aux éditions Noir sur Blanc. Alors, dans ce gros roman, on nous raconte l'histoire de Théodoros. Donc, Théodoros, il est né de parents de simples domestiques et pourtant, c'est un garçon dès son plus jeune âge qui rêvait rien de moins que de devenir empereur. Et, croyez-le ou non, il va réussir à devenir empereur et donc on va nous raconter toute son ascension, donc tout ce qu'il va faire pour finalement devenir empereur. Il ne reculera devant rien jusqu'à commettre des crimes effroyables. Et donc oui, on nous raconte son ascension, mais également sa chute vertigineuse. Donc voilà, ce roman, c'est son histoire. Alors, c'est un roman qui, moi, oulala, ça a été tout qu'un défi de lecture, pas juste parce qu'il est énorme, mais aussi parce que, tu sais, je vous ai dit que ce roman, c'est l'histoire de Théodoros, je vous ai pas menti, là, mais c'est aussi l'histoire de plein... Il y a comme plein d'histoires dans ce roman. J'ai eu un peu l'impression de lire plein de petits romans dans un gros roman, parce qu'à travers l'histoire de Théodoros, on va aussi nous raconter plein de bouts d'histoire, j'ai envie de dire. Je sais que c'est large ce que je dis là, mais tu sais, on va nous raconter l'histoire de plusieurs figures célèbres historiques. Exemple, la reine Victoria, le roi Salomon, Alexandre le Grand. D'ailleurs, Théodoros, je ne vous l'ai pas dit, mais il a réellement vécu. Il est né au début des années 1800 en Éthiopie. Donc voilà, c'est un roman, c'est fictif, mais l'auteur s'appuie sur plein de faits réels, s'appuie sur plein comme je vous disais, de figures historiques qui ont réellement existé.
Et donc, je suis certaine que ce roman va en passionner plusieurs. D'ailleurs, moi, si je l'ai lu, c'est parce qu'en fin d'année 2024, j'avais entendu un chroniqueur à la radio parler de ce livre. Et lui, là, c'était de loin, mais de loin, son plus gros coup de cœur de l'année. Il en parlait avec tellement d'amour qu'il m'avait donné envie de lire ce livre, même si je savais que pour moi, ça allait être un défi. Parce que oui, on a tout l'aspect historique qui est très, très développé, très riche. Mais on est aussi, je vous dirais, dans un roman d'aventure. Ça aussi, tu sais, c'est pas ce que je lis le plus dans la vie. Mais justement, là, si vous aimez les grandes épopées, là, c'est sûr que vous allez triper avec ce livre-là. Mais moi, pour moi, c'était tellement dense, là. Puis tu sais, d'habitude, la densité, c'est quelque chose que j'apprécie dans les romans. Mais dans ce cas-ci, je pense que j'aurais aimé que ce soit un peu plus épuré, un peu plus simple à lire. Donc voilà, c'est ma faute, hein? Mais voilà, pour moi, c'était un peu trop chargé à mon goût. Mais comme je vous dis, si vous vous reconnaissez dans cette histoire et dans ces genres que je viens de vous dire, n'hésitez pas à lire ce roman. Je suis certaine que ça peut être une super belle expérience de lecture. Donc voilà qui complète mon bilan lecture aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous reviens dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que... J'allais dire sur quel sujet. Évidemment qu'on va parler de livres et de littérature, mais j'ai pas encore décidé ça va être quoi précisément. Mais bref, merci d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Merci, bye bye!